crois que c'est la première fois que je me suis énervé, entre guillemets. Vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme. Énervé sur les auditionnés parce qu'en fait, vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début. S'est passé avant le coup d'envoi de OM-PSG. Je suis pas du tout con, je découvre ça. Et le tifo représentant l'humoriste Redouane Bouguiraba. Ce tifo, on va expliquer ce que c'est, Gilles. C'est une grande banderole faite par les supporters South Winners qui sont dans la tribune Gannet de Marseille avant le grand match OM-PSG et une banderole avec la Ligue des Champions et donc son visage. Et ça a choqué parce visage que de Redouane. Visage de Redouane. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce que ça vient faire avant un match? C'est énorme. Non, pas les gens. Tout le monde était content. Non, alors non, mais la polémique quand même. Oui, il y a une polémique. Pourquoi? Il y a une polémique parce que, alors, on s'est dit, est-ce que c'est le bon moment? Pourquoi il y a, à mon avis, un timing qui perturbe? C'était le 4e anniversaire de la mort de Pape Diouf, le président de Marseille, ce jour-là, qui n'a pas été célébré. Et donc les gens ont dit, est-ce que c'est bien vu? Il y a beaucoup de gens. Je vous dis, les mecs, ils vont toujours trouver quelque chose. J'explique les polémiques. Non, mais c'est grave. Et la deuxième polémique, c'est qu'on a dit qu'il a fait ça en prenant en otage le club qui n'était pas au courant. En fait, il avait prévenu le directeur général et pas le président. Comme à Marseille, il ne se parle pas. Du coup, lui, il était en porte-à-faux. Mais c'est un fan de l'OM qui va à tous les matchs, dans la tribune. Il paye son abonnement. La polémique aussi, c'était que... Et il va faire un spectacle bientôt. Voilà, que ça faisait une pub détournée pour le spectacle à venir au Vélodrome. Alors, mais c'est marrant. Moi, quand j'ai vu le truc, j'ai halluciné. J'ai pas compris. Je trouve que c'est un super coup de pub. C'est un fan du club. C'est pas comme si c'était des amis. C'est insupportable. Et il se passe des trucs tellement plus graves dans les tribunes et en dehors du stade. C'est Ils s'attardent sur ça, franchement, c'est n'importe quoi. Non, mais vraiment. Ils ont fait une polémique, soi-disant, parce qu'il n'était pas assez connu et qu'il y avait pas. C'est comme si on mettait C'est marrant. au Parc des Princes et compagnie, alors qu'il a fait l'Olympia, il a dit à jamais les premiers, il va toujours au stade depuis qu'il est tout petit. Il a réagi au micro de sa réaction Bretagne. est incroyable. Et quand j'entends que le président n'est pas au courant, ça me fait gentiment sourire. Moi, je suis Marseillais, je suis né Marseillais. Il y a 10 ans, j'étais au stade. Dans 10 ans, je serai au stade pour les soi-disant dirigeants. Je pense que dans 10 ans, il y en a, ils ne seront plus là. Et il y a 10 ans, ils n'étaient pas là. On est fiers. Il y a combien de Marseillais qui vont faire le Vélodrome? Il n'y en a pas 4000. Je fais mes spectacles, je joue à Paris, j'ai fait marquer sur l'Olympia. À jamais les premiers, je monte sur scène en survêt de Marseille. Je suis un vrai Marseillais 100% pur jus. Il y a une polémique où il ne devrait pas y en avoir. C'était un super tifo, il y avait une superbe ambiance. Je pense qu'ils sont en train de créer une fausse polémique. Non mais franchement, moi aussi je suis d'accord, il fait une fausse polémique. Il faut arrêter de... en vérité, les gens qui voient du mal partout, c'est devenu insupportable, excusez-moi. Alors, on a reçu un SMS d'un membre de la production sur Inès Reg. Quoi, vous? Oui. La rédaction est en ébullition. Avec donc ce qu'on appelle un René Lataupe là-bas. Exactement. Inès a eu une période où elle commençait à faire semblant d'être sympa avec tout le monde. C'est ce que je vous ai dit. Après que la polémique éclatait, elle voulait qu'il n'y ait pas de vagues, elle était sympa, etc. Avec ses petites lunettes là et sa coupe sur le côté, je peux vous dire, un espèce de François Fillon du 2024. Arrête il en a sous la caboche. Alors, mais maintenant que beaucoup d'infos ont été dévoilées, elle est redevenue comme au début. Elle nous ignore, elle ne nous parle pas, elle dit bonjour à personne. Ça y est, c'est la guerre avec Inès Reg et avec tout le monde, avec tous les danseurs, toutes les personnalités. En revanche, Christophe Licata, son danseur, tout va bien, on se parle normal, avec plusieurs O. Normal, voilà. Ensuite, c'est méga chaud pour Natacha moralement. Natacha Saint-Pierre qui s'en prend plein la gueule sur les réseaux. C'est vrai que sur les réseaux, c'est très chaud parce que les gens se défoncent 15 jours après l'histoire, parce qu'il y a même des dimensions de racisme. Inès Reg, en fait, voilà, il y a une dimension. Mais moi, je veux dire, j'ai pris des Saint-Pierre au restaurant, je me suis pris un vase dans la gueule. Un gars était pour Inès Reg, pensait que je parlais de Natacha Saint-Pierre, un truc de fou. Non mais en fait, Inès Reg a dit, donc on rappelle qu'en gros elle était un peu entre guillemets l'arabe de service dans cette histoire. Elle a dit c'est parce que j'ai des origines arabes, algériennes que je suis traitée comme ça. Et Natacha Saint-Pierre, elle se fait insulter par beaucoup de gens parce qu'elle est blanche. Et on la surnomme une Karen. Vous savez ce que c'est une Karen ? C'est une femme blanche d'une quarantaine d'années qui se croit supérieure parce qu'elle est blanche. Donc les gens insultent Natacha Saint-Pierre. Donc à cause de ça, il y a une vraie dimension sociétale / raciste qui est donnée au conflit. C'est pour ça que les gens se prennent la tête sur les réseaux. Voilà. La prod soutient Anthony Colette, tout de même, en coulisses. C'est-à-dire qu'ils disent rien parce qu'en fait, ils ne peuvent pas désavouer Inès Reg. Ils ont sorti la bande-annonce, les premiers teasers de Mask Singer. Ils ne peuvent pas la désavouer. En revanche, en coulisses, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas sanctionné. C'est pour ça qu'il s'est permis de ne pas se lever. C'est qu'ils savent entre guillemets qu'il a raison. Et ils se préparaient quand même à une potentielle finale, même si c'est un peu tôt pour en parler. Ils savent qu'Inès Reg va aller très loin, voire au bout. Et ils se préparent à l'éventualité qu'il y ait une finale Natacha Saint-Pierre-Inès Reg. Donc c'est pour ça qu'ils ne souhaitent pas parler du conflit. Voilà. Ah oui. Très bien. Déjà, la première question qu'on se pose tous, comment ces os ont-ils été retrouvés, Michel ?
tout à fait par hasard, par une randonneuse. C'était samedi, donc samedi, là, ce week-end. Oui. Entre midi et 2h, cette femme faisait donc une balade, une randonnée. Et sur un petit chemin, donc c'est la vallée des Trois Évêchés, elle trouve un crâne humain totalement décharné. Elle veut prévenir les gendarmes, mais il n'y a pas de réseau téléphonique. Et du coup, elle va, avec un certain nombre de précautions, prendre ce crâne, le mettre dans un sac en plastique, rentrer chez elle et ensuite prévenir les gendarmes, qui bien évidemment sont venus récupérer le crâne. Il est parti directement à l'IRCGN, qui est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Et l'ADN a parlé, et on sait maintenant de façon absolument certaine qu'il s'agit du petit Émile. Voilà. Ça, c'est pour le... C'était la première question. Donc, elle a été retrouvée à 2 km à vol d'oiseau du hameau du Haut-Vernay, lieu de la disparition du petit Émile. C'était retrouvé dans une zone difficile d'accès, très, tout à fait. C'est une très zone végétalisée. C'est une zone escarpée. Il y a le chemin et d'un côté ça descend, enfin d'un côté ça monte, de l'autre côté ça descend. C'est pas très facile d'accès. Et il y a une source proche de l'enquête qui révèle que cet acte était maladroit. Cela nous a bien contrariés. On aurait préféré qu'elle ne touche à rien. Dans l'absolu, c'est mieux. Évidemment, il n'y a pas un officier de police judiciaire qui va conseiller à un témoin de saboter une scène de crime. En même temps, je pense qu'elle a cru bien faire. Elle a pris des précautions puisqu'elle l'a emballé dans un sac en plastique. Donc, a priori, de toute façon, on savait... Comment on peut être sûr qu'elle a retrouvé les ossements dans la zone qu'elle a indiquée ? Ah bah ça, on la croit sur parole ou pas. Il n'y a pas de... je vois pas pourquoi elle inventerait. Enfin si, on peut imaginer qu'elle l'a inventé. Mais enfin, dans quel état ils ont été retrouvés, les ossements ? Totalement décharnés. C'est un crâne et encore, il en manque une partie. La mâchoire inférieure n'était plus là. Alors, seulement le crâne et les dents ont été retrouvés. Je vous dis, c'est... Alors actuellement, une trentaine de gendarmes, des drones et des chiens sont sur le terrain pour trouver d'autres parties du corps ou les vêtements de l'enfant. C'est ça, Marc, hein. C'est ça, donc, parce que c'est comme ça que ça se passe là aujourd'hui. Voilà. On a retrouvé des vêtements. D'accord, oui, c'est ça. Là, ils viennent d'être retrouvés, exactement. Hier. Oui, hier. C'est ce qu'a dit le procureur, oui. C'est le ruisseau, évidemment, qui les a rendus, puisqu'il y a eu des averses importantes, enfin des intempéries. Et on a retrouvé à 150 mètres de l'endroit où le crâne a été découvert. On a retrouvé une culotte d'enfant, qui est la sienne. On retrouve son t-shirt et on retrouve également ses chaussures. La deuxième question, pourquoi rien n'a été trouvé lors des fouilles et vous avez fait de nombreuses battues, Marc Rolland, capitaine de gendarmerie. Comment ça se fait ? C'est la vraie question et on observera quand même que malgré les moyens déployés, et je pense à l'hélicoptère avec sa caméra thermique, je pense à nos chiens qui sont pourtant particulièrement performants, nos chiens Saint-Hubert, ça paraît presque incroyable. Et pourtant, preuve en est qu'on a pu effectivement, hypothétiquement, il ne faut pas le négliger, pu passer à côté de ce petit garçon si d'aventure il devait avoir été là, précisément à l'endroit où on l'a trouvé. C'est incroyable qu'on soit passé à côté, Michel. Le procureur, dans sa conférence de presse, ne dit pas le contraire. En gros, il dit il est possible qu'on soit passé à côté parce qu'il y a de la végétation l'été, parce que cette zone a été fouillée. Ça, clairement, elle a été fouillée. Maintenant, ils ont pu passer à côté. Alors ça, c'est la première possibilité. Les enquêteurs, comment c'est qu'ils n'ont pas mis la main sur ces ossements lors de la reconstitution aussi ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de lien. Enfin, c'est pas une reconstitution, c'est une mise en situation, mais enfin, peu importe. A priori, je ne pense pas qu'il y ait de lien. D'accord. Je pense vraiment qu'on retrouve ce crâne par hasard. Et ce que je voulais dire, surtout, c'est que vu les dénivellations et les intempéries récentes, peut-être que ce crâne était plus haut. Est-ce qu'il aurait pu être déplacé ? C'est la troisième question. Alors, déplacé d'après l'IRCGN, ils arrivent, les scientifiques de l'IRCGN sont capables de dire que le corps, enfin que le crâne en tout cas qu'on leur a donné, qu'on leur a remis, qui est le crâne d'Émile, a été soumis aux intempéries, aux UV, à la pluie, et ça ils arrivent à le voir. Donc il n'a pas été enterré avant. Et il n'a pas été non plus enfermé dans une pièce hermétique. Donc ce crâne, et donc j'imagine le reste du corps, ce crâne a été à l'air libre depuis sa disparition. Alors, les trois hypothèses qui disent que peut-être le corps a pu être déplacé. Il y a les intempéries. Le Haut-Vernay a été récemment touché par de fortes pluies ainsi que des inondations. 120 mm d'eau est tombée dans cette région début mars. Ces fortes quantités d'eau sont abattues sur des sols déjà gorgés d'eau en plus.
ou bien une intervention humaine. Les enquêteurs jugent probable qu'une personne en possession du corps soit venue le déposer à cet endroit précis, ce qui expliquerait pourquoi il n'avait pas été découvert avant. Marc, c'est possible ça? Tout à fait, on ne peut rien écarter. Voilà. On ne peut pas écarter l'action malveillante d'un tiers, effectivement, qui a pu déposer le corps a posteriori des opérations de battu. C'est une hypothèse qu'il faut retenir et garder à l'esprit. Tout à fait. Un animal, sinon l'hypothèse qu'un animal ait déplacé le corps est aussi évoquée. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sangliers dans la région, et les sangliers des loups, principalement. Et d'ailleurs, on observe sur le crâne une trace de morsure, enfin des traces de morsure post-mortem, et des micro-fractures du crâne post-mortem également. En tout cas, le problème, c'est que ce crâne... fait, mal au cœur. Ce crâne ne révélera pas les causes de la mort. Il faudrait le corps en entier pour... Alors justement, quelle peut être la cause du décès, puisque là ça avance, on a retrouvé donc les vêtements là hier. Donc il y a accident, un règlement de compte intrafamilial, un enlèvement, un accident de voiture, un accident avec un animal. C'est les hypothèses qui sont encore... Tout est possible. Moi, si vous voulez, il y a dans ce dossier deux choses qui m'étonnent. La première, c'est les chiens renifleurs, qui, dès le début, marquent un arrêt au lavoir. Et après, plus de traces. Le chien est désorienté, il reste au lavoir, et on fait plusieurs expériences en ce sens, et le chien s'arrête toujours au lavoir. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je ne vois pas très bien comment ce gamin de 2 ans et demi a pu crapahuter sur la colline, là, dans cette région des 3 évêchés, tout seul, 2 ans et demi. Enfin, il y a 2 kilomètres, on parle de 2 kilomètres, c'est pas à vol d'oiseau, c'est 2 kilomètres à parcourir. Même 2,5 kilomètres à parcourir entre son domicile, enfin celui du grand-père, et l'endroit où on retrouve le crâne. Donc, je vois pas bien comment un gosse de 2 ans et demi peut faire 2,5 kilomètres. Vous dites que les sangliers et les cochons peuvent manger tous les os. Oui. Il y a eu de nombreux faits divers comme ça. Donc, Marc aussi, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, je confirme. Donc, on n'aurait rien retrouvé Moi, j'avais une affaire criminelle. Les mecs, pour se débarrasser des cadavres, ils les mettaient dans la porcherie, il ne restait plus rien. Est-ce qu'on, aujourd'hui, donc la question qu'on se pose, comment réagit la famille d'Émile? La famille d'Émile réagit de façon d'abord très pudique, par communiqué via leur avocat. Ils sont totalement pris dans leur religion et remercient les gendarmes, les juges. Enfin, ils font quelque chose de très propre. Alors justement, on va revenir sur les théories avancées et vous allez voir que les théories sont folles puisque ça rebondit encore là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se sont étonnés qu'on retrouve le corps le week-end de Pâques. Est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos téléspectateurs? Pourquoi les gens ont été étonnés de cela par rapport à la famille? Par rapport à l'aspect religieux, j'imagine. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était... Ça appelle un don de Dieu, on rend le corps ou une partie du corps à la famille le jour de Pâques. Bon... enfin, ça ne fait pas avancer l'enquête pour autant. Oui, mais c'est important. Oui, bien sûr. Excusez-moi, Gilles, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Beaucoup de gens, même les enquêteurs, les enquêteurs ont été très surpris de cette date symbolique. Pile le week-end de Pâques. Pile le week-end de Pâques, dans la religion chrétienne, effectivement, une famille très catholique. Donc, est-ce que c'était quelqu'un qui a déplacé pour rendre le corps, déplacé pour peiner encore plus, frapper encore plus le deuil dramatique de cette famille? Donc voilà, les enquêteurs se sont vraiment interrogés sur la temporalité de cette trouvaille. Alors, un peu moins aujourd'hui, qu'on a trouvé aussi d'autres vêtements, etc., ce qui amoindrit la théorie du déplacement du corps. Mais c'est vrai que la date est frappante. On ne peut pas l'ignorer. Oui, parce que symboliquement, c'est la résurrection. Oui, c'est ça. Donc forcément, comme c'est une famille très catholique, et que tout l'entourage est très catholique et très croyant, c'est le jour de la résurrection. Ah oui, alors, c'est ça. Donc on peut pas. Ça réapparaît. Beaucoup de gens se sont posé la question, Michel. Il y a quand même deux choses qui viennent un peu contredire tout ça. C'est d'une part, on ne savait pas que cette femme passerait là à ce moment-là, ce jour-là, c'est le premier point. Et le deuxième point, on peut raisonnablement imaginer que la tête a roulé suite aux intempéries, qu'elle n'était pas à cet endroit-là exactement. Peut-être oui, peut-être qu'elle était... Je suis un peu cartésien, vous me le pardonnerez. La théorie du loup, c'est aussi une autre hypothèse? C'est une hypothèse. Il y a eu des accidents, il y a des troupeaux de moutons qui ont été attaqués par des loups en 2017, je crois. Et plus récemment encore, on a croisé des loups dans le Haut-Vernay. Alors, il y a aussi une autre hypothèse, l'hypothèse de la présence d'un réseau pédophile de crimes organisés à grande ampleur et aussi souvent abordé par certains. Est-ce que ça, c'est
ça parlerait même de secte satanique, pratiquement le sacrifice humain, Gilles. Hein. Oui, ça a été une des pistes abordées par les enquêteurs qui ont ouvert toutes les pistes. Mais elle a été refermée pour garder les pistes que vous avez évoquées tout à l'heure. Cette secte, ce mouvement pédophile, très probablement n'a pas joué de rôle dans le drame. Le micro, c'est quand il m'a demandé de réduire mon salaire. Non mais oh, Monsieur Saint-Toul, il y a deux choses. Vraiment, ça non. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué d'être entre... Absolument, il ne faut pas trop empêcher. En même temps, il faut recadrer. Le sujet du salaire, ce n'était pas le sujet de la commission d'enquête, ce n'était pas son objet. Et je pense qu'objectivement, en plus, j'imagine qu'il a déjà un objectif politique initialement à cette commission d'enquête. Je ne suis pas sûr que ça serve vraiment son objectif. En tout cas, ce n'était pas utile. Géraldine. Alors, vous avez été la star de cette commission. Vous êtes révélée au fur et à mesure des auditions. Mais moi, je voudrais savoir concrètement, parce que je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que c'est le rapporteur qui doit rendre son rapport et après, on a le droit d'émettre des doutes par rapport à ce qu'il va dire, à ses conclusions, ou après, c'est figé et le rapport, on ne peut plus toucher. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le rapport, c'est effectivement le rapporteur. Donc, il le rédige seul avec les administrateurs sur la base de nos travaux, de l'ensemble des questions qu'on a pu poser. Mais après, effectivement, il lui donne la direction qu'il veut, il fait les propositions qu'il veut et les recommandations à l'ARCOM. Donc, idéologiquement, très biaisé. J'imagine qu'il sera marqué. Ensuite, il y aura l'examen de ce rapport le 7 mai. Donc, à ce moment-là, on verra s'il arrive à réunir une majorité derrière ce rapport. Mais moi, je souhaite que cette commission d'enquête, elle soit utile. C'est-à-dire qu'on va sortir de la chasse aux sorcières, on va sortir de la chasse aux animateurs, aux journalistes, aux chaînes. On va faire des propositions sur le cadre. Donc, moi, je réunis tous mes collègues de la majorité et même d'autres groupes politiques hors majorité pour travailler justement des propositions sur le cadre et rien que le cadre. Parce qu'effectivement, on le rappelle, ces fréquences appartiennent à l'État, elles sont mises à disposition à des groupes. Donc, il faut que ça reste un espace protégé. Mais le sujet, ce n'est pas le renouvellement de quelques chaînes. D'ailleurs, ce n'est pas à nous de le décider, c'est à l'ARCOM. Nous, il faut qu'on fasse des recommandations sur le cadre. Donc, on va travailler ça. Okay. Vous préférez Cyril Hanouna ou Yann Barthès? J'ai encore un peu de neutralité là, je ne peux vraiment pas répondre. Est-ce que vous n'avez pas été surpris de l'attitude de l'un et de l'autre? Parce qu'on a annoncé une audition très mouvementée avec Cyril, ce qui n'a pas été le cas. Et Yann Barthès n'a pas été très sympathique objectivement, parce qu'il a dit qu'il n'était pas content d'être là, etc. Est-ce que ça vous a surpris? Je crois que c'est la première fois que je me suis énervé, entre guillemets. Vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme. Énervé sur les auditionnés, parce qu'en fait, vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début. Il refusait de répondre à nos questions, tout simplement. Donc je posais une question et il regardait les gens du RN, tant mieux qu'il regardait les gens du RN, mais c'est eux qui répondaient à autre chose. Donc à un moment, c'était quand même pas vraiment l'exercice, donc on leur l'a rappelé de manière polie. C'était très important cette séquence, parce que c'est le sujet du pluralisme. Certes, il y a les règles de l'ARCOM. Certes, TF1 et TMC respectent les règles, comme vous les respectez, des temps de parole, etc. Sauf qu'on voit bien le sujet du pluralisme, c'est aussi un sujet de confiance entre les concitoyens, les médias et les politiques. Et je pense que c'est le rôle de chacun, c'est-à-dire aux partis politiques, de recevoir tous les journalistes de la même façon, dans leurs meetings, leurs événements, leur donner les infos. Aux partis politiques d'aller de partout également. Sinon, c'est d'ailleurs déloyal vis-à-vis des autres. Ouais. Et ensuite, c'est aussi le rôle de chaque chaîne d'inviter tout le monde, comme vous le faites, et je vous en félicite. Je pense que c'est important parce que dès qu'il y a un des acteurs qui ne répond plus à son rôle, ça crée la défiance. Parce que, Monsieur Bataillon, je vais vous dire, nous ça s'est passé, nous on a invité la France Insoumise ici, ça s'est toujours très bien passé. Hein. Je vais vous dire, David Guiraud, il est venu plus ici qu'il est venu, à un moment il venait toutes les semaines. Non mais sans rigoler, j'ai cru que c'était Daniel Moreau, un truc de fou. Non mais c'est vrai, il venait tout le temps, Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat à la présidentielle qui est le plus venu. Ouais. C'est celui qui est le plus venu sur notre plateau. Ça s'est mal passé une fois, on le sait, avec Louis Boyard, mais sinon avec la France Insoumise, ça s'est toujours très bien passé. Raquel Garrido était chroniqueuse avec moi et Alexis Corbière. Ouais. Vraiment, je le dis, Alexis Corbière, je l'adore, moi. Je le trouve incroyable. Voilà, Alexis Corbière, je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'il soit moins présent au sein de la France Insoumise, parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi, je voulais savoir, parce que je trouve que dans ce genre de représentation, quand on est devant, en tout cas les élus du peuple, je trouve que la forme est souvent aussi importante que le fond. Est-ce que vous avez été choqué comme moi, qui viennent en polaire comme ça, alors que tout le monde avait fait un effort pour s'habiller en costard-cravate, en tout cas bien habillé, et de venir comme ça, comme ils sont sortis du lit? Est-ce que vous n'avez pas trouvé ça déjà un manque de respect dès le départ? Je ne veux pas critiquer après les tenues vestimentaires. Je pense que le manque de respect, c'est quand il ne répondait pas aux questions. Après, c'est vrai que je note qu'il était en costume, cravate tous les jours sur son émission, pas forcément à l'Assemblée. Bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, à la limite, ceci aurait pu être rattrapé par des vraies réponses à nos questions et pas, on va dire, un show déjà préparé à l'avance où ils espéraient, je pense, en fait, jouer la montre. Arriver à la fin avec des propos liminaires assez longs. Et en fait, tout le monde l'a compris. Et c'est la première fois sur une audition qu'il y a une forme d'unanimité de tous les députés, de tous les groupes politiques pour dire non, là, c'est pas possible, en fait, sur le fond et sur la forme. Moi, je voudrais vous montrer un petit extrait, alors même pour les téléspectateurs. Je voudrais vous montrer un truc qui est tombé tout à l'heure. Nouvelle sanction de l'ARCOM, est arrivée pour Cébit.
Je vais vous lire les passages du petit courrier que nous avons reçu. C'est absolument... Moi, je trouve ça incroyable. Lors de l'émission Paf avec Baba, ouvert à tous, diffusé le 1er décembre dernier, Cyril Hanouna complimente les chaussures du chroniqueur Sacha Elbaz. 2 plans serrés sur les chaussures sont réalisés. Le premier de 7 secondes, le second de 2 secondes. Si le nom de cette marque n'est cité à aucun moment, l'animateur tient des propos élogieux sur les chaussures. Elles sont pas mal tes choses. Lors de l'émission Face à Hanouna du 4 février 2024, durant toute la séquence Face à X, le logo du réseau social X apparaît sous une forme inversée en haut à gauche de l'écran, ainsi que de manière ponctuelle sur l'écran situé derrière Hanouna. L'ensemble de ces pratiques étant susceptibles d'être qualifiées de publicité clandestine, j'ai décidé d'engager à l'encontre de votre société une procédure de sanction. Non. Monsieur le Président, Louis Boyard a fait une apparition muette lors de l'audition de Monsieur Bolloré, puis une disparition totale le lendemain, alors qu'il avait beaucoup communiqué avant sur ses auditions. Est-ce que vous avez joué un rôle dans son éviction? Comment ça s'est passé? Non, alors, déjà j'ai donné la parole aussi aux députés qui ne sont pas membres de la commission d'enquête, ce qui est très rare. Ils avaient un temps de parole un peu moindre que les autres, mais c'était une forme d'ouverture. Ensuite, Louis Boyard, effectivement, a été membre pendant 24 heures de la commission d'enquête, spécifiquement sur l'audition de Vincent Bolloré. C'est un droit de son groupe politique, il n'y a pas de sujet là-dessus. Sauf qu'effectivement, c'était une audition qui était limitée dans le temps. Donc j'ai donné la parole d'abord à un membre de chaque groupe politique pour qu'il y ait l'équité. Et ensuite, selon les poids des groupes politiques, j'ai redonné la parole, sauf que j'ai effectivement donné la priorité à ceux qui sont membres du bureau de la commission d'enquête et ensuite aux membres du groupe de la France Insoumise qui viennent régulièrement. Parce que la réalité, c'est que si je donnais à celui qui venait juste pour 24 heures faire son coup d'éclat annoncé juste avant, en fait, tous ses amis de son groupe seraient venus m'attraper dans les couloirs pour me dire t'es gentil, mais nous, on vient tout le temps, on n'a pas la parole, lui, il est de passage et il l'a. Donc voilà, je pense que c'était le souhait de tout le monde. Après, à aucun moment, c'était mon souhait de l'empêcher de parler. D'ailleurs, je lui avais dit qu'il aurait en priorité la parole le lendemain pour l'audition de M. Cyril Hanouna, mais il n'est pas venu. Oui. Vous avez été acteur de cette commission, mais aussi spectateur. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, franchement, ça va trop loin, il y a de l'acharnement? Et est-ce qu'on vous a vu recadrer un peu Aurélien Saint-Toul? Est-ce qu'en off, vous leur avez dit, les gars, un peu calmez-vous, parce qu'il y avait des questions qui étaient extrêmement dures, parfois hors sujet, notamment sur le salaire? Je pense que c'est surtout l'audition de Rachida Dati qui a été marquante. Et j'ai vu, en fait, chacun a levé la voix, chacun son tour. J'ai vu l'audition dérailler. Je me suis dit là, et là ce que j'ai soufflé au rapporteur, je me suis dit mais là en fait tu es en train de faire dérailler l'audition dans le sens où si même lui il avait un objectif à atteindre et qui est louable, j'ai pas de sujet là-dessus, c'est son rôle, il n'allait pas l'atteindre. Parce qu'en fait, il y a un moment, on allait devoir mettre fin à l'audition parce que ça allait trop loin sur le fond et sur la forme. Et en plus, comme je l'ai toujours dit, notamment cette audition, on est très regardé. Et les gens sont exigeants et attentifs à l'image qu'on renvoie aussi de l'Assemblée nationale. C'est pas un procès, c'est pas une chasse aux sorcières, donc c'était important que l'image soit respectée. Oui, c'est cette audition où j'ai senti un moment que ça tournait mal. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'arrêter, donner la parole aux autres et de revenir ensuite après lui. D'après mes indicateurs, parce que vous savez que j'ai les courbes, apparemment, le record d'audience était avec moi. Ouais. Donc merci. Merci, parce que ça restera un souvenir pour moi d'avoir fait un record d'audience sur LCP. Donc merci, la chaîne parlementaire. Bien entendu, ils peuvent me contacter. Je peux faire quelques extras chez eux à tout moment. Bien entendu, je suis assez libre. Voilà, même en termes de vues sur YouTube, Xavier Niel, c'était 91K. Rachida Dati, 201K. Vous avez fait 1 100K. Et Vincent Bolloré, 584K. D'accord. Ouais. Donc le groupe est en force. Ouais. Exactement. Quentin Bataillon, ça a été quoi votre audition préférée? Franchement, celle où vous êtes le plus éclaté? Ah, question difficile. Non, déjà, il faut dire qu'avant de vous voir, on avait vu l'ensemble des autres chaînes. C'est ça. On a fait des tables rondes aussi sur les sujets. Est-ce que la diversité, d'ailleurs, est vraiment présente sur l'ensemble des plateaux télévision? Est-ce que les sourds, les malentendants, est-ce que les productions audiovisuelles est au bon niveau? Et j'ai fait le choix d'avoir plutôt, on va dire, les auditions comme la vôtre à la fin, j'étais assez conscient de l'émotion qu'elle allait susciter. Et donc, pour avoir des travaux les plus calmes possibles, le plus longtemps possible, on a passé tout le reste avant. Donc, on peut pas dire qu'il y a une forme de charge. Non, je pense que votre audition, elle était très attendue. Elle était importante. Je pense que beaucoup vous attendaient au tournant aussi sur la forme. Et voilà, finalement, elle a été très calme. Vous avez vu que je suis mieux habillé pendant l'audition. Joker. Joker, non, merci, ça me fait plaisir. Dites-moi, je vais vous dire, juste, est-ce que vous avez appris des choses sur l'émission? Est-ce que vous regardiez vraiment l'émission avant la commission, ou est-ce que vous y êtes plongé vraiment dedans quand vous avez été nommé président de la commission? Je vais être honnête avec vous, je la regarde plus depuis que je suis président. Ah, c'est ça, normal. Et mon regard moi-même a évolué sur l'émission. Alors, attention, je ne dis pas qu'elle est parfaite, je ne dis pas que l'ARCOM a eu tort de sanctionner, ce n'est pas du tout le sujet. D'ailleurs, je pense que ce n'est vraiment pas le rôle de parlementaire d'aller influencer une autorité indépendante. Surtout pas, je suis d'accord, oui. C'est le début de la fin. Et de la défiance. Mais ce qui est très intéressant en fait, dans cette émission, c'est que, tout le monde a la parole. Il y a plusieurs avis différents, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et ensuite, ce qui est
plutôt impressionnant, c'est en fait à quel point on peut voir justement les sujets qui montent dans la société. Et l'autre élément, c'est le côté interactif. Lorsqu'on suit une émission, on a envie de la regarder le lendemain pour voir quels sont les sujets du lendemain, etc. Donc il y a une forme de communauté qui se crée assez rapidement. Vous avez envie de savoir ce qui s'est passé dans Dals. Donc voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est la parole à tous, et 2, effectivement, l'éventail de tous les sujets, parce qu'on l'a dit, d'ailleurs, on l'avait vu lors de l'audition de CNews. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus forcément besoin de la télévision, de la radio pour savoir ce qui se passe dans l'actualité. On l'a sur nos portables en temps réel. Donc, qu'est-ce que la télévision et la radio va nous apporter de plus dans l'angle, dans le décryptage, dans le reportage ? Et je pense qu'aussi, ce format d'infotainment entre le divertissement et l'information, même si parfois il faut clarifier ce qui fait partie de l'humour, de la politique ou de l'information, c'est-à-dire éclairer mais ne jamais infantiliser les gens. Et ça, c'est vraiment ma ligne de liberté. On éclaire, on n'infantilise pas. On ne rentre pas dans les foyers des gens pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. Ils le savent. Nous, notre rôle, c'est de faire respecter le cadre. Après, si les gens souhaitent changer de chaîne, ils le peuvent aussi. Donc voilà, et tous ceux qui vous regardent, je ne pense pas qu'on le font sous la force. Non. C'est bien qu'ils le souhaitent. Donc voilà, et je pense qu'il faut faire très attention parce que ce que j'ai vécu, notamment à Saint-Etienne sur le terrain en échangeant avec les gens, c'est que parfois, même si je rappelle, tout n'est pas parfait, il y a sûrement des choses à faire évoluer, le mépris que certains peuvent avoir pour votre émission, elle se reporte sur ceux qui la regardent. Et ça, c'est insupportable. Dernièrement, Polska, tu as dénoncé les lives TikTok d'Anaïs en partageant une photo de la candidate sur tes réseaux sociaux. Tu dénonçais quoi ? En fait, avant, les candidats de télé-réalité, ils arnaquaient avec les placements de produits frauduleux. Et maintenant qu'ils ne peuvent plus faire ça, il y a une nouvelle mode, c'est de faire des lives TikTok. Et en fait, ils disent à leurs fans, oui, faites-moi des dons. Et du coup, c'est souvent des mineurs qui font des dons avec la carte de leurs parents. Du coup, moi, je trouve ça immoral, donc je l'ai dit sur mes réseaux, pour faire de la prévention pour les jeunes. Alors, regardez la vidéo, regardez. Elle a dit que j'étais un garage AS, que je devrais continuer à vendre des photos de ma pour 10 balles et que je devrais m'occuper de mes mycoses. Du coup, autant de propos violents venant d'une femme pour une autre femme, tout ça parce que j'ai dit que j'avais la phobie des gens qui mendiaient de l'argent en live sur TikTok. Je trouve ça t'a tant piqué que ça. Enfin, je sais pas, meuf, t'as presque 40 ans, t'es une mère de famille. C'est ce genre de valeur que t'as envie d'inculquer à ta fille. Avec tes placements de produits frauduleux, je sais qu'on ne devait pas s'attendre à grand-chose venant de toi, mais quand même, meuf, je te mets au défi de trouver une seule photo de ma pépette sur Internet. Tu trouveras pas. Donc tes propos diffamatoires, là, tu te les gardes. Elle croit que je vais vendre des photos de ma pépette pour 10 balles en plus. Non mais oh, elle vaut de l'or. Bien fait, Jean-Marc, sont revenus. Donc oui, parce qu'elle avait dit que toi, elle t'avait répondu, c'était quand même, elle y est allée. Hein. Elle avait dit venant d'un garage à, voilà, je sais pas comment le prendre, laisse-moi mendier, continue de t'occuper de ta, en photo pour 10 €, occupe-toi de tes mycoses avant de t'occuper de nous. Voilà, donc c'était assez violent. Donc là, qu'est-ce que tu auras à lui dire aujourd'hui? Parce que sache que en exclusivité, elle t'a répondu. Mais non. Voilà, on a la vidéo. On a voulu la faire venir ce soir. Hein, elle ne pouvait pas, malheureusement, Anaïs. Elle a fait une vidéo en réponse à ta réponse. Je te propose qu'on regarde la vidéo. Regardez. Écoute-moi bien, petite. Déjà, j'ai pas 40 balais, mais 36. Premièrement, j'ai jamais arnaqué personne sur TikTok, alors que toi, tu arnaques la France entière en te faisant passer pour une chroniqueuse de télé, alors que t'as dit 3 mots en un mois. Deuxièmement, tu dis que ta pépette vaut de l'or. Excuse-moi d'en douter. S'il y a quelque chose de doré à ce niveau-là, c'est des gouttes de pipi que tu laisses dès que tu me vois. Alors, au lieu de régler ça par vidéo interposée, je te propose qu'on se retrouve en face à face, faux ongles à vrai ongle. Je vais t'attraper par tes fossiles et te faire tourner comme la roue du juste prix, t'as compris? Bon, et puis j'ai une dernière chose à dire, ça concerne Gilles Verdez, ton grand copain. Gilles n'écoute pas ce qu'elle dit, c'est une dingue. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est le ramadan, mais je te donne rendez-vous à 20h30 pour te proposer de faire le tour de mon huc. Hein? Mais c'est quoi ça? C'est un prank? C'est une blague, c'est une blague. C'est un truc d'intelligence artificielle? Ouais, c'est. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Déjà, je trouve ça très hypocrite parce qu'elle est venue m'envoyer un pavé comme ça pour s'excuser. Oui, alors. Donc je comprends pas trop. Je préfère ne pas répondre, mais. Bon, j'avoue, c'est un truc d'intelligence artificielle. C'est pas énorme. Ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Non, mais c'est dingue. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Non, mais sérieux, tu vas te comprendre, Bolska? Hein? C'est un faux bail. Mais je sais, mais je trouvais ça bizarre justement vu qu'elle s'est excusée. Non, mais c'est ouf là. Et le pauvre Gilles qui prend toujours une cartouche. Le pauvre, il n'a rien à voir dans l'histoire. C'est tellement. Moi, j'étais sûr que c'était vrai. Moi, j'ai plongé complètement. J'étais sûr que c'était vrai. C'est un peu bizarre. Merci. En tout cas, bravo. Bon, alors, ton histoire, c'est bon, c'est réglé? Mais du coup, j'aimerais quand même souligner le fait que je trouve
trouve que dans ce monde, on se fait déjà tellement critiquer et rabaisser par les hommes qu'on ne devrait pas s'attaquer entre femmes comme ça sur une vie sexuelle. Genre, ça n'a rien à voir. Je vais trouver méprisant, Yann Barthès, même avec les députés, etc. Il savait que même les députés, apparemment, qu'il aimait bien, avaient dit qu'il avait été méprisant. Voilà, il se l'a raconté. C'est Gilles, on a les mêmes infos. Exactement. Il a raté son il a raté son audition. Et depuis, il est fébrile. Voilà, il est fébrile. Ouais. L'ensemble des députés, il en fait braise, le mec. Il en fait braise. Voilà, entre eux, on jugeait qu'il n'avait pas été bon et fébrile. Donc, Quentin Bataillon, il était ce matin sur France Info parce que ça a fait tollé pas possible. Tout le monde a repris. Après. Voilà, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Mais eux, ils en ont fait l'affaire du siècle, parce qu'ils se sont dit, comme on a raté notre audition, peut-être que c'est le moyen de trouver autre chose et de faire ce qu'on dit, un contre-feu. Hein, c'est comme ça qu'on dit exactement. C'est comme ça qu'on dit Oui, bien sûr. Merci, je le dis alors. Alors, Quentin Bataillon, il a assumé sa présence dans notre émission. Et je sais que vous attendez tous qu'il y a Thierry Ardisson qui a envoyé un SMS à Quentin Bataillon. Pour lui dire que, vous allez voir son SMS, il l'a dévoilé. Je suis sûr qu'il l'a envoyé lui-même. Pour faire le malin, pour dire genre, vous avez vu, je suis les mecs, je suis un gangster, hein. Vous avez vu? Donc moi, je me suis permis de lui envoyer un SMS aussi, et je vais vous le lire, comme ça au moins, si tout le monde lit les SMS, et ben on va les lire. Bon, alors voilà, donc Quentin Bataillon, déjà, il a assumé sa présence, regardez. Voilà. La présence sur le plateau, je l'assume. Je l'assume parce que les auditions sont terminées, elles se sont arrêtées le 28 mars. Pendant ce temps d'audition, je me suis imposé moi-même une période de réserve, c'est-à-dire de ne pas aller sur les médias conventionnés par l'ARCOM. La réserve que je me suis moi-même imposée, aucun autre président de commission d'enquête ne se l'était imposé avant. Le rapporteur ne se l'est pas imposé. Aucun membre de la commission d'enquête ne se l'est imposé. Ils ont continué d'aller sur l'ensemble des chaînes. Voilà, donc je trouve qu'il a bien répondu. Alors que les politiques cherchent toujours à faire de la langue de bois, Quentin Bataillon, lui, a reconnu une maladresse. Regardez, il a dit apparemment qu'il n'aurait pas dû dire, voilà, ça on peut lui dire. Voilà, c'est vrai que après on lui a posé des questions, etc. Mais il regrette d'avoir dit ce qu'il pensait de Yann Barthès. À l'antenne, alors qu'il aurait peut-être pu le garder pour le privé. Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai émis effectivement une critique, une appréciation, d'auditionner, non pas dans leur caractère de journalisme, mais d'auditionner sur la forme de l'audition, où effectivement, nous étions de nombreux députés à trouver une forme de désinvolture. Était-ce une bonne idée de le faire sur le plateau de leurs principaux concurrents? Non. Et je le dis. Ailleurs, ça n'aurait pas posé de problème? Je pense que c'était compliqué de le faire là-bas, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un conflit très fort entre les deux émissions. En tout cas, ce n'était pas mon rôle de le faire là-bas, c'était une maladresse et je le regrette. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le sens de la commission d'enquête, ce n'est pas d'ailleurs le sens aussi de ma présence sur ce plateau. Alors, c'est vrai que c'est... évidemment qu'ailleurs, ça n'aurait pas posé de problème. Là, c'est tout bénéfice. Ils essayent de vous dégommer, ils essayent de le dégommer. Non, mais nous, ils essayent pas de dégommer du tout. Non, mais bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. On va se faire dégommer par Jeff Panaclock et son équipe, les mecs. Il serait allé ailleurs, ça n'aurait posé aucun problème. Jeff Panaclock me dégommer, frère, avec un gars, il a un artichaut sur la tête, il va me dégommer. Non, mais quand je dis ça, c'est ce que je veux dire. Moi, je trouve qu'il est gentil de s'excuser. L'arrogance de Yann Barthès à la commission, encore une fois, il n'a pas dit qu'il était arrogant dans la vie ou dans l'émission. Il a dit à la commission. C'est pas un jugement, c'est un constat. Il a dit je ne suis pas content d'être là. Il s'est habillé d'une manière complètement différente de d'habitude par provocation. On le sait, il y a eu énormément de tensions, de friction. Il a dit ça dans le cadre de l'audition et puis on lui a posé la question. Il faut quand même dire la vérité. Il ne l'a pas dit spontanément. Donc je le trouve très gentil de s'excuser. Franchement, il a été très correct dans l'émission. Il a voulu répondre à Aurélien Saint-Toul, ça fait du bien là où ça fait mal, qui critique son impartialité. Regardez sa réponse. Est-ce que j'ai vraiment des leçons d'impartialité au vu de ce qu'on a vécu pendant les auditions à recevoir du rapporteur? Est-ce que j'ai des leçons de déontologie à recevoir de députés qui émettent des pétitions pour influencer la décision de l'ARCOM, autorité indépendante, sur 2 chaînes spécifiquement? Je pense pas. Voilà, donc, et derrière, regardez ce qu'a fait Aurélien Saint-Toul. Il a écrit un courrier à Quentin Bataillon, bien sûr, pour faire du buzz, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Alors, regardez le courrier, sans déconner, t'avais l'impression que c'était Robespierre, le gars. Non, mais c'est une rigolade, non, mais franchement, Robespierre sans le talon. Regardez, alors, on peut voir ce qu'il a fait, parce que regardez, c'est incroyable. Il l'appelle, genre, je lui demande de réunir le bureau de la commission d'enquête afin de statuer sur son propre sort. Non, mais lui, non, il est fou. La mort! Non, mais il est fou. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est lui, il a pété un câble total, lui, sans déconner. Non, mais il est fou. Non, mais c'est délirant. Non, mais c'est délirant. Non, mais comme ils ont tout raté, ils essaient maintenant de récupérer, de se raccrocher aux branches. Mais quand votre tour est passé, votre tour est passé. Donc là, ils essayent de faire de la propagande, de fragiliser le président, qui en a fini avec son rôle. Voilà, bon, alors après, on va passer chez les marionnettes, là. Alors, allez, c'est parti. Donc, Jeff Panaclock et ses amis, il y a Jean-Michel Apathy aussi. Hein. Là, lui, c'est le bébé de show, lui. Alors,
Vous vous rappelez le bébé de show, les vieux, là, comme ça. Alors, lui, on comprend ce qu'il fait, il comprend plus rien, plus ce qu'il dit, même lui, il sait même pas ce qu'il dit. Il y a des mots qui sortent, il les contrôle même pas. Le mot est déjà parti, il remet encore son dentier, c'est un truc de fou. Il a fait un édito pendant 3 plombes pour ne parler que de ça, plus de 6 minutes. Jean-Michel Apathy. Voilà. Alors, il a démarré en étant un peu jaloux de notre relation avec Quentin Bataillon. Apparemment, il est jaloux, parce que lui aussi, on va bien être copain avec des mecs. Moi, alors, je suis pas copain avec Quentin Bataillon, je suis jamais sorti avec lui. Hein. J'ai jamais été prendre un Orangina avec Quentin Bataillon, ni un Rickless, ni un Cacolac. Hein. Pour illustrer son propos, il vous reproche d'être bien élevé avec votre invité. Ah, bien sûr. C'est bizarre, on ne va pas recevoir un invité en disant écoutez, je suis vraiment pas du tout content que vous soyez là. Non, mais je te dis. C'est terrible. C'est terrible. C'est la commission. Je sais, ils sont pas bien. Voire du quinquennat. C'est celle où ils sont auditionnés, où vous êtes auditionnés, et le président vient sur le plateau, sur votre plateau, n'en touche pas à mon poste. Pour eux, c'est un camouflet incroyable. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le supporter. C'est un camouflet. Ils trouvent toutes les parades, toutes les astuces pour le décrédibiliser, pour lui faire payer le fait d'être venu. Voilà.